Alors voilà, je laisse la parole à Grégoire pour dire un peu quelques mots sur le colloque de son point de vue. Ça, c'était l'idée un peu d'avoir quelqu'un. Et moi aussi, après, je dirais un mot sur ce que nous avons retenu de notre expérience de ce colloque avant peut-être de remercier aussi. Bon, ben voilà, donc André m'a effectivement demandé de tirer quelques fils de conclusion. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Je vais partir du point de départ, hein, c'est de l'appel à communication qu'on avait lancé, qui tournait autour de deux notions. La transition, qu'on ciblait plus comme la transition écologique et énergétique d'un côté, et puis les tensions qu'on avait cadrées avec une problématisation autour de la controverse qui transparaissait dans tous les axes. Hein. On voulait travailler sur transition et controverse, discours en interaction, transition, controverse, expertise et risque, puis les processus de construction de décision, et puis aussi les controverses et le temps long, comme ici l'intervention de Marco portait vraiment sur cette question de la temporalité. Et donc ce que je me suis demandé, c'est, enfin ce que j'ai beaucoup apprécié dans le colloque, c'est peut-être qu'il a permis d'ouvrir ces différentes notions. Si on regarde la transition, la première intervention d'Evelyne Zakai, clairement, nous a montré que pour comprendre véritablement les transitions, il fallait au-delà de la transition écologique ou énergétique, il fallait intégrer une réflexion sur le vieillissement, sur le renforcement des oligopoles économiques, sur la migration, sur le changement climatique évidemment, mais aussi sur la transition numérique qui, pour lui, faisait partie de ces processus de transition en général. Donc ça, c'était assez intéressant. Une deuxième chose, donc ce qu'on peut voir, c'est que la transition, c'est un phénomène multi-échelle, ça on le savait déjà, multisectoriel. Et puis, quelque chose qui m'a assez interpellé, c'est qu'on est peut-être sorti de cette idée de controverse en voyant que la transition, c'était aussi un phénomène polyphonique. Et cette notion de polyphonie, on ne l'avait pas intégrée dans l'appel à la base. Donc, ça m'a assez interpellé de la retrouver à plusieurs moments hier. Et donc, j'ai un peu essayé de réfléchir sur quelles étaient les différences, finalement, entre la métaphore de la controverse et celle de la polyphonie qui a été utilisée. Voilà. Donc, cette métaphore de la controverse, elle cadre quand même la manière de penser. Elle nous vient de la sociologie des sciences, comme vous savez. Hein. Ça consiste à dire que les processus de changement dans la société, les processus politiques, peuvent être étudiés comme s'ils étaient des controverses scientifiques, avec des acteurs qui s'opposent, des controverses entre pairs, qui utilisent des arguments rationnels pour, dans un débat, surmonter des désaccords pour arriver à un consensus. Donc, il y a une idée de clôture dans cette métaphore. Aussi une forte idée de l'importance de la rationalité, du logos, qui a été interrogé dans certaines communications. Et à l'inverse, la polyphonie, justement, permet d'ouvrir un imaginaire différent, une métaphore qui permet de penser ces mêmes processus, mais de manière différente. Pourquoi différente? Parce que pour moi, la polyphonie, la première image qui me vient dans la tête quand je pense à ça, c'est le groupe Imouvrini, le groupe des chanteurs corses, qui essayent de s'accorder alors qu'ils sont différents, qu'ils ont des tassitures différentes, et qui ensemble arrivent à produire quelque chose de cohérent et d'harmonieux. Donc finalement, un imaginaire très différent de la controverse. Je me suis demandé aussi ce que c'était que l'inverse de la polyphonie. Et pour moi, l'inverse de la polyphonie, c'est peut-être la cacophonie. Cacophonie qui n'a pas été abordée comme telle, mais en fait un petit peu quand même, parce qu'on a parlé à certains moments de bruit informationnel, d'infobésité, de concurrence des récits, d'hétérogénéité normative, de concurrence des promesses, toutes des notions qui sont assez proches de l'idée de cacophonie, et qui n'aurait peut-être pas pu être pensé si on restait dans l'horizon de la controverse. Parce que pour moi, l'inverse de la controverse, ce n'est pas la cacophonie, mais c'est l'unanimité. Et donc, on voit bien qu'avec deux métaphores différentes, en fait, on arrive à penser et ouvrir des fils de pensée différents. Ce qui m'a semblé intéressant aussi avec cette idée de polyphonie, c'est que ça permet d'ouvrir une boîte que la controverse ne permet peut-être pas de penser beaucoup, qui est celle des émotions. Les émotions qui sont revenues dans plusieurs présentations, en montrant que les discours étaient à la fois chargé du logos, mais aussi du pathos, notamment ce matin, et que cette notion de controverse, peut-être justement, elle ne permet pas beaucoup de penser cette dimension du pathos, qui pourtant est très présente dans la transition environnementale. On a parlé d'anxiété, de peur, de confiance, de culpabilité, de discours culpabilisants, d'effet des émotions sur l'action, toutes des choses qui peut-être n'auraient pas pu être pensées si on était resté uniquement dans le domaine de la controverse. Voilà, donc j'ai trouvé ça assez interpellant et stimulant. Dernier point qui m'a intéressé, c'est la notion d'incertitude qui est très présente dans les analyses sur la transition, sur les controverses, de manière assez classique. C'est que déjà en 2001, des livres qui a cadré fort ces débats sur les transitions dans le monde francophone, c'est le livre Agir dans un monde incertain de Calon, Lascaux et Barthes. Je ne vais pas faire référence directement, mais il transparaissait un petit peu partout dans plusieurs interventions. Un livre intéressant parce que justement, il permet d'interroger la place des savoirs d'usage, des savoirs profanes face aux savoirs experts, de nous dire que pour faire face aux incertitudes,
Eh bien, un des outils, c'est la participation citoyenne et la reconnaissance de la localité des savoirs d'usage. Et donc, cette notion d'intercité assez classique a été bien présente. Ce qui m'a semblé intéressant, c'est qu'en regardant le point de vue des cycles, on peut peut-être mettre en évidence, et plusieurs communications fait hier, un nouveau type d'incertitude liée à la transition. C'est peut-être l'incertitude liée aux prises de parole et liée à la transition numérique. Plusieurs communications ont tiré le fil de l'idée que la manière de consommer l'information se fait beaucoup sur un mode mosaïque, pour reprendre une expression de Valérie-Jeanne Perrier, et que nous sommes confrontés à une mosaïque informationnelle et qu'il est parfois difficile de repérer les intentions des différents locuteurs qui proposent différents récits concurrents et que ça participe au bruit ambiant dont on a beaucoup parlé. Et donc peut-être que cette incertitude informationnelle, c'est peut-être notre rôle de la penser en tant que chercheur dans le champ des cycles et que ça peut être une manière de contribuer à l'étude de la transition. Voilà, et pour terminer sur cette idée d'incertitude, on sait que les incertitudes, pour nous, c'est essentiel en tant que chercheur, parce que s'il n'y avait pas d'incertitude, on n'aurait plus de travail. Et donc, je me suis un peu questionné sur les incertitudes auxquelles on pourrait essayer de contribuer de les résoudre. Et il y en a plusieurs qui sont apparues. On a pas mal de communications qui s'interrogent sur l'effet des discours sur les comportements des individus, sur le type de discours et le type de récits qui peuvent provoquer des comportements de transformation, qui peuvent essayer d'influencer le futur, qui peuvent modifier les promesses auxquelles on croit. Et donc, je pense que nous avons un rôle, sans doute, en tant que chercheurs en sciences sociales, d'essayer de continuer à répondre à ces questions. Et que c'est peut-être le rôle que, modestement, nous pouvons jouer dans les transitions environnementales. Voilà. Et donc, je vous remercie évidemment pour la participation et tous les échanges très fructueux. Et je me réjouis de retrouver tout le monde d'ici quelques mois à Aix, en Provence. Aix-en-Provence. De mon côté, je voulais, avant d'oublier, dire qu'à 14h30, donc après le repas, en tout cas pour les gens qui sont ici en présentiel, nous nous verrons en distanciel ou en présentiel pour l'assemblée du groupe donc communication, environnement, sciences et société ici. Donc tout le monde est le bienvenu, même si vous n'êtes pas encore officiellement affilié. Je pense que c'est une bonne occasion pour vous pour voir un peu quelle est notre vie interne du groupe. Et alors, qu'est-ce que je retiens, voilà, dans les dernières minutes qui me restent? Relire Castoriadis, 1976 ou 76, Réflexion sur le développement et la rationalité, un article paru dans Esprit, numéro 467. L'immense proximité avec des approches comme celle de Château-Renaud, de l'Infocom avec ces approches-là, combiner l'enquête rhétorique discursive sémiotique avec les suivis sur le temps long et l'observation in situ ethnographique, la proximité avec des formes aussi des sociosémiotiques. Donc là, on est vraiment très proche sémiotique sociale qui reprend la position initiale de Saussure, avec en plus l'aspect multimodal, donc les autres systèmes des signes, la proximité avec des approches comme l'approche communicationnelle des organisations, par exemple. Beaucoup d'analyses intéressantes sur des cas particuliers, des problèmes, par exemple, qui n'arrivent pas à devenir des problèmes publics. On a parlé du risque argileux, qui est très grave, mais n'arrive pas à prendre. Et d'autres qui arrivent un peu, comme le gaz de couche, pas le gaz de schiste, le gaz de couche, de méthane, qui a été étudié par Marek Müller-Stein, qui arrive un petit peu, et d'autres qui explosent, évidemment, qui deviennent des problèmes publics centraux, en trouvant des entrepreneurs. L'idée que Marcou a dite, pas de transition sans promesse, ça fait un peu, ça rappelle d'autres slogans dans l'histoire, donc sans horizon de sens, pas de transition. Et puis cette interrogation qui est la mienne sur le récit, est-ce qu'il faut un récit unique pour la transition? Donc Edwin Zakai a dit pour l'aspect plus descriptif que ce récit de la transition est minoritaire au fond, donc il ne voit pas de transition écologique comme un cadre particulièrement, vous vous rappelez hier, comme cadre particulièrement important dans le monde au niveau des drivers, donc des forces qui font bouger notre monde. Il y a des initiatives, il est favorable à que ça se développe, mais il y a d'autres questions qui apparaissent dans le monde. Il n'a pas l'impression que le récit soit minéral. Donc il y a pas mal de récits, il disait, il y a une pléthore de récits. Vous vous rappelez, c'était les conclusions. Donc, et celui-là n'est pas nécessairement central. Il y a des innovations sociales qui se mettent en place, il y a des recherches, il y a des appels, mais... Et donc voilà, ma réflexion est, est-ce qu'il faut un récit unique, donc quelque chose comme une sorte de grande vision du monde unique? Est-ce que c'est un peu une illusion? Et mon hypothèse est que
ce qu'il faut, c'est plutôt, là je suis pleinement dans mes opinions, hein, donc ce n'est pas du tout une analyse scientifique que j'ai fait là, mais en tout cas, je me permets de dire que ma réflexion est que plutôt qu'un récit unique, et qui a une vision peut-être un peu naïve, c'est plutôt des déviations communes de plusieurs récits. Donc les différents univers de sens qui existent dans notre monde, il faudrait chercher à les faire dévier vers quelque chose de plus humain, de plus durable, de plus... Et donc, par exemple, je prends un exemple, on en a parlé ce matin avec une intervention, le récit religieux chrétien. Voilà, vous avez vu ce qui s'est passé avec le pape François notamment, mais même avant. Donc, une déviation vers quelque chose qui est quelque chose de plus écologique. Même chose, ça peut advenir dans d'autres traditions religieuses et philosophiques, et peut-être même dans ce qu'on appelle les Lumières, donc l'héritage des Lumières. Donc, une déviation qui soit le plus possible utile. Donc, différents chemins, certains porteront à des survivances, à des accords, d'autres à la ruine. Donc, en tout cas, c'est intéressant, la recherche du grand récit est déjà performative. Donc là, je reprends Marcoux qui vient de le dire. Hein, donc, le fait d'avoir des promesses est performatif. L'important de chercher, de se mettre en route, d'opérer et de travailler sur cette déviance à créer dans les différents mondes des sens. Et les cycles qui sont impliqués pour comprendre l'évolution de ces mondes des sens, sur la transition, favoriser aussi peut-être, mais là c'est en tant que chercheur, en tant que personne, l'évolution selon des objectifs justement éthiques humanistes à préciser. Et évidemment, les cycles sont appelés à faire, hein, donc on est appelé, on a des programmes de recherche où on est appelé à faire advenir le changement. Donc la communication perçue comme moyen de transformation, et là il y a tout l'enjeu de l'éthique, donc est-ce que ça devient de la propagande, jusqu'à quel point, etc. Voilà, ça c'était quelques notes personnelles. Alors moi je tiens à remercier de nouveau Nathalie Koismans qui est là-bas et qui a travaillé énormément, et je la remercie vraiment pour sa gentillesse et pour la contribution qu'elle a apportée. Mathilde et les autres, là c'est moment désolé, mais j'ai oublié les deux autres prénoms, en tout cas je les avais cités au début, qui ont travaillé sur le plan technique, Grégoire, le comité d'organisation, Céline, Anne, Catherine, Gauthier qui est à distance, David Domingo que je n'ai pas vu mais qui va nous aider beaucoup pour mettre en forme les vidéos. Donc voilà, on fait un applaudissement pour les gens qui ont contribué. Merci beaucoup. Et merci à les gens qui ont contribué avec leur intervention. Donc c'est important de dire qu'on va vous recontacter pour des publications. Donc là, je reste un peu vague, mais à mon avis, ce sera un volume qu'on va chercher à construire avec des axes. En 2022 désormais, évidemment. Donc, il y aura les vidéos donc, à disposition aussi en 2022 sur la chaîne YouTube de notre groupe qui a créé. Donc, pour l'instant, si vous la cherchez, à mon avis, vous ne trouvez pas grand-chose, mais il y aura cette chaîne. Donc, merci beaucoup. On clôture ici notre colloque, mais vous êtes invités, vous avez les liens à distance hein, pour les gens qui sont à distance sur le même document Word, le lien pour la séance de 14h30. Voilà, bon appétit et bon retour aussi aux gens qui voyagent. Merci beaucoup.